présent que vous connaissez tous les instruments de notre orchestre buccal, nous allons pouvoir les observer en activité, dans leurs différents modes de jeu. Dans la parole, ces organes procèdent en synergie, ils agissent ensemble. Mais ici, nous allons les considérer l'un après l'autre, en commençant cette fois par le fond de la gorge. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'appareil phonatoire étant un instrument à vent alimenté par l'air issu des poumons, le larynx est le premier organe atteint par le souffle après sa sortie de la trachée. Quand il arrive au niveau de la glotte, ce souffle peut trouver les cordes vocales dans diverses positions, qui sont régies par le mouvement rotatif des petits cartilages aryténoïdes. Quand elles vibrent face à face, les cordes vocales produisent de la voix, ce que l'oreille interprète comme de la sonorité. Et à l'issue de son parcours, la voix produira les voyelles, qui par définition reposent sur de la voix, et celles parmi les consonnes qui utilisent la voix, et appelées pour cette raison voisées ou sonores. Quand les cordes vocales sont écartées, elles ne produisent aucun son, et les consonnes sans voix sont appelées sourdes. Pour savoir si un phonème est sourd ou sonore, il suffit de mettre le doigt sur la pomme d'Adam. Si vous dites « pst, pst », rien ne vibre, consonne sourde. Mais si vous dites « Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour », ça vibre tout le temps, voyelle et consonne sonore. Quand je décrirai une articulation, je représenterai graphiquement le voisement par un contour et donc l'absence de voisement par une absence de contour, ou, si c'est nécessaire, par un contour en pointillé. L'opposition sourde-sonore est fondamentale dans de nombreuses langues. En français, c'est le seul paramètre qui fait la différence, par exemple, entre panière et bannière. En 2009 à Strasbourg, lors des répétitions de Louise de Charpentier à l'Opéra du Rhin, le metteur en scène Vincent Boussard s'arrachait les cheveux parce que les accessoiristes alsaciens ne faisaient pas la différence entre panière et panière. Toujours à propos des cordes vocales, vous savez bien sûr que plus grande est la fréquence de leur vibration, plus aiguë est la voix. C'est ce changement de fréquence qui permet les intonations de la parole et les mélodies du chant. Après avoir traversé la glotte, le souffle poursuit son cours dans le pharynx jusqu'à un nouveau checkpoint, le palais mou, dit aussi voile du palais ou velum. L'extrémité libre du palais mou peut en effet prendre deux positions. Soit elle est redressée et collée contre la paroi pharyngale et l'air ne passe que par la bouche, soit elle est abaissée et décollée de la paroi pharyngale et l'air passe par le nez. La première position produit des voyelles et consonnes dites orales, comme dans papa. La seconde, des voyelles et consonnes dites nasales, comme dans main. Quand je décrirai une articulation, je représenterai graphiquement la nasalité par un tilde. Pour savoir si un phonème est oral ou nasal, il suffit de se pincer le nez. Si l'air s'écoule sans problème, le phonème est oral, papa. Si l'air reste coincé, c'est que le phonème est nasal. Pas d'illustration musicale ici, car le chant déteste les nasales. Chanter sur des nasales, c'est comme chanter avec un masque pendant la Covid. La dernière épreuve qui attend notre souffle pulmonaire est la traversée du canal pharyngo-buccal, aussi appelé tractus. C'est plus savant, mais c'est plus court. Et c'est là que commencent les vraies turbulences. En effet, non seulement les obstacles peuvent intervenir à de nombreux endroits du canal, lèvres, incisives, alvéoles, palais dur, palais mou et même pharynx et glotte. De plus, les instruments des mâchoires supérieures et inférieures peuvent se rapprocher de multiples façons. Je vous propose d'observer les principales formes que peut prendre ce rapprochement au seul niveau des alvéoles. Sur cette image, on voit bien que la pointe de la langue crée une occlusion du canal en se collant contre les alvéoles supérieures. D'où le terme d'occlusive utilisé pour désigner les phonèmes issus de ce mode articulatoire. Occlusive sonore si elle est accompagnée de vibrations glottales, occlusive sourde en l'absence de vibrations glottales. Je représente cette occlusion par un disque barré d'un X qui évoque à la fois le refus de passage et le contact des lèvres dans le xoxo anglais, kisses and hugs.
Comme pendant la durée de l'occlusion, la pression s'accumule derrière le bouchon, la réouverture du canal s'accompagne d'un bruit d'explosion, d'où le nom de plosive, également donné aux occlusives. Les occlusives anglaises, surtout les sourdes, sont particulièrement plosives. Tat! Si pendant l'obstruction buccale, l'air peut s'échapper par le nez, comme sur l'image de droite, il n'y a ni accumulation de pression, ni explosion. On parle alors simplement de consonne nasale. Au lieu de boucher complètement le tractus, les parois peuvent se rapprocher de façon à laisser passer un mince filet d'air, lequel va s'écouler en faisant un bruit de friction. En phonétique, ce bruit est appelé frication, et je le représente par une double flèche pleine. Au lieu de s'ouvrir directement sur une explosion, une occlusion peut s'ouvrir en passant par une frication. Cet enchaînement d'une occlusive et d'une fricative au même lieu d'articulation forme un tout qu'on appelle une affriquée et que je représente évidemment par la combinaison d'un disque croisé et d'une flèche. Le russe fournit un excellent exemple d'affriquée alvéolaire avec sa lettre tse. En desserrant le tractus plus que dans une frication, mais tout en gardant un certain rapprochement entre les parois, on arrive aux consonnes dites approximantes ou spirantes, c'est plus court. Je représente cette articulation par une bulle pointée, la bulle symbolisant l'espace créé par la distance, la pointe la direction du lieu d'articulation. En anglais, si ma langue s'éloigne progressivement des alvéoles, je passe de quid à quiz, puis à queer. L'occlusion peut être partielle et laisser passer l'air de part et d'autre du point de contact, dans un écoulement continu et sans friction. Ce mode articulatoire produit des spirantes latérales, aussi appelées liquides, c'est plus court, et je le représente par une bulle pointée, dont la pointe est cette fois en contact avec le lieu d'articulation. Le L est la consonne préférée des chanteurs, car, tandis que son occlusion partielle fournit une bonne assise rythmique à la syllabe, l'ouverture latérale laisse la voix s'épanouir librement. Vous aurez compris qu'en continuant à élargir ainsi le tractus, on va bientôt arriver aux voyelles, qui sont des phonèmes sans bruit. Mais il me reste un dernier mode de production consonantique à évoquer, les vibrations qui produisent les roulés, et que je représente par un bout de sinusoïde. Pour qu'il y ait vibration, il faut un organe souple et un organe fixe. Au niveau qui nous intéresse, c'est la pointe de la langue qui vibre contre les alvéoles, produisant le R italien bien connu des chanteurs, rrr, qu'il utilise même en français où il n'existe pas. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. À ce R roulé des chanteurs, il faut ajouter le cas particulier du R à une seule vibration qu'on appelle R battu et que je représente par une sinusoïde réduite à une seule phase. L'espagnol utilise ces deux R, comme dans perro, le chien, et pero, la conjonction mais. Vous vous doutez qu'on pourrait encore définir bien d'autres lieux d'articulation et bien d'autres modes articulatoires. Mais même en se tenant à ceux que je vous ai présentés en ces quelques minutes, on peut déjà fabriquer un très grand nombre de phonèmes, couvrant les besoins d'un grand nombre de langues. Je vous invite à en découvrir une cinquantaine dans les 2 épisodes suivants, consacrés respectivement aux consonnes et aux voyelles. À très bientôt dans la musique des langues.